Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu les différentes étapes d'un diagnostic. L'enquête aux salariés, le recensement des adresses des salariés anonymisés, l'enquête sur le terrain et les entretiens individuels. Dans cette deuxième partie, je reçois Philippe Pinoli, responsable des transports de la communauté d'agglomération de la Riviera française, la CARF. Nous allons retracer leur démarche pour implémenter la mobilité durable employeur au sein de leur agglomération, de la mise en place de l'enquête aux préconisations actuelles. Il nous expliquera l'importance de mettre en cohérence des actions qui pouvaient être réalisées auparavant avec le plan de mobilité employeur. Bonne écoute! Bonjour Philippe, pouvez-vous vous présenter ainsi que la communauté d'agglomération? Bonjour Claire, je m'appelle Philippe Pinoli, je suis le responsable des transports de la communauté d'agglomération de la Riviera française depuis 14 ans. Et cette communauté d'agglomération, elle est située à l'extrême sud-est de la France, entre Monaco et la frontière italienne. Elle est composée de 15 communes, pour un total d'environ 75 000 habitants. Merci. Quels sont vos enjeux en termes de mobilité durable? Alors nos enjeux en termes de mobilité, déjà tout court, c'est effectivement, on est à proximité de Monaco. Donc on a énormément d'habitants qui travaillent à Monaco, donc il y a un gros besoin. On est sur la Côte d'Azur, donc c'est vraiment les Alpes-Maritimes, c'est vraiment les Alpes qui tombent dans la mer, donc on a très peu d'espace en fait pour les déplacements. Il y a beaucoup d'embouteillages pour rien vous cacher. On a une zone très touristique, donc il y a aussi beaucoup d'afflux de véhicules. Donc il y a un gros problème de mobilité qu'on essaie de transformer dans une mobilité la plus durable possible. Et je vous parle pas qu'on a aussi un troisième pays donc à l'est, qui est l'Italie. Donc on a aussi des frontaliers italiens qui viennent travailler en France et à Monaco, et même un peu l'inverse. On a aussi des Français qui vont travailler en Italie et des Français qui habitent en Italie pour venir simplement travailler ensuite en France. Donc les enjeux de mobilité durable, ils sont énormes. On est sur la Côte d'Azur, on est sur une population assez dense et des gros besoins de déplacement. Et plus particulièrement sur la mobilité durable de la CARF en tant qu'employeur, voilà où on en est. On est une petite collectivité d'à peu près 100 salariés avec différentes problématiques qui sont effectivement liées à notre positionnement. Donc, on a des salariés qui viennent d'un peu partout, plutôt de Nice, qui viennent de notre territoire, qui viennent d'Italie, et on est un petit peu organisé avec des villes de littoral, et ensuite du moyen pays et du haut pays. Où effectivement c'est moins cher que d'habiter sur la Côte d'Azur. Donc il y a une vraie problématique d'accès aux lieux d'emploi. Et nous, en l'occurrence, on a 3 lieux d'emploi principaux. Et cet accès, il faut lui donner évidemment la touche la plus durable possible. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans un plan de déplacement mobilité employeur, nous-mêmes, et aussi pour avoir valeur d'exemple auprès de tous les autres employeurs du territoire. Merci. Vous, comment vous êtes vous lancé dans cette démarche? Eh bien, en fait, cette démarche, j'avoue que je l'ai sous le coude depuis bien longtemps parce que, évidemment, en tant que promoteur du transport sur tout notre territoire et a fortiori on va dire notre employeur, je souhaitais en faire un depuis très longtemps. Mais à l'époque, les obligations se posaient sur certains seuils de population. Les plans de mobilité, en général, c'était 100 000 habitants. Nous, on était en dessous de 100 000, donc j'ai jamais réussi à avoir l'obligation de le faire. Donc j'ai attendu l'opportunité. Or, elle s'est présentée dans le cadre d'un projet européen. On regarde un peu toutes les opportunités de projets européens dans différents domaines, moi particulièrement sur la mobilité. Et quand j'ai vu un projet européen qui touchait un petit peu cette problématique, j'ai saisi cette opportunité d'y répondre, évidemment avec l'accord de nos élus, et de prévoir en fait de promouvoir les plans de déplacement mobilité employeur sur tout notre territoire, avec évidemment une sensibilité transfrontalière, et évidemment de l'appliquer en priorité, et je vais dire en crash test, en premier employeur à faire ce plan de mobilité, l'employeur CARF pour lequel je travaille. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité européenne, donc j'ai un financement, un cofinancement, et ensuite je me l'applique à moi-même. Je commence par faire un plan de mobilité employeur exemplaire dans ma propre institution, ma propre structure. Alors, on s'est lancé en fait en 2024 à l'issue de l'obtention de ce financement dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Maritimos Viare. Et on a d'abord commencé par recruter un bureau d'études spécialisé, et on a effectivement lancé le premier bon de commande, ce qui se concernait notre plan de mobilité employeur. Donc, on a démarré il y a 3 mois. On a déjà passé la phase diagnostic. On a eu le résultat du diagnostic. On a ensuite passé la phase préconisation, qui est en train d'être, j'ai envie de dire, arbitré, épluché, pour savoir du coup ce qu'on fait de toutes ces préconisations. Ensuite, on va faire savoir à nos salariés ce que donne le résultat d'abord du diagnostic, parce qu'ils ont tous beaucoup contribué. Ensuite, la direction va valider certaines options, certains systèmes mis en place. Et on a un troisième volet qui est très intéressant que j'ai prévu dans le projet européen. C'est une partie
financement de travaux ou de réalisation ou d'aménagement. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir le diagnostic, c'est bien beau d'avoir des préconisations peut-être purement de méthode, de forme, de communication, d'information, mais après on peut rentrer vraiment dans le concret, dans le dur, avec différents types d'investissements nécessaires pour aller vers meilleure vertu, ou en tout cas une mobilité plus vertueuse et plus durable. Justement, merci d'avoir expliqué donc, toutes ces étapes du diagnostic, les préconisations et ensuite, avec, les directives européennes. Est-ce qu'on pourrait rentrer maintenant plus dans le détail du diagnostic? Comment est-ce que les salariés ont été impliqués? Qu'est-ce qui a été fait concrètement, en fait, avec eux? Eh bien, effectivement, de manière plus concrète, comment ça se passe un plan de déplacement mobilité de la manière dont je l'avais imaginé en fait dans mon cahier des charges, c'est d'abord une grosse partie diagnostic, de où on part. Donc il faut partir en fait bêtement du listing du lieu d'emploi et du lieu d'habitation des salariés. Anonymisé bien sûr, mais ça permet déjà de positionner sur des cartes, éventuellement des problématiques. Est-ce que tous mes salariés habitent, pas très loin du bureau? Dans ces cas-là, on va pouvoir fermer la page assez rapidement. Ou alors, et c'est plus le cas, d'où viennent-ils? En tout cas, officiellement, administrativement. Ensuite, il faut les interroger. En général, le plus simple, alors, c'est de toute façon de leur permettre de s'exprimer et pas simplement de les recenser, mais de les interroger sur leurs pratiques. Comment viennent-ils? À quelle fréquence? Pourquoi? Quel serait, ce qui les ferait changer? Et cetera, et cetera. Quel est leur budget? Quel est leur équipement en vélo, en voiture, et cetera? Est-ce qu'ils covoiturent? Enfin, toutes ces questions-là. Donc, ça passe souvent par un questionnaire en ligne qu'il faut d'abord introduire, le mettre dans son contexte, disons voilà, on a besoin de vous, on a besoin de ces informations pour faire évoluer notre diagnostic, notre bilan carbone, ou en tout cas notre bilan mobilité durable propre. Et donc, on a fait ce questionnaire, on laisse un certain temps, on recueille les réponses, le bureau d'études mouline et ensuite nous produit ce qui finalement est le diagnostic. Donc les enseignements principaux sur la CAF, donc je l'avais dit, on a à peu près une centaine de salariés, on a eu plus de la moitié des salariés qui ont répondu, et sur ces bases-là, donc c'est pas exhaustif, mais ça donne quand même une bonne indication, on a pu identifier quelques grandes tendances. Bon déjà, la bonne nouvelle, c'est que la moitié de nos salariés, un petit peu moins, 48%, ils viennent travailler à pied. Donc, j'ai envie de dire, ils habitent déjà donc à proximité de leur lieu d'habitation, de leur lieu de travail, du coup, j'ai envie de dire la mobilité durable, elle est déjà bien pratiquée. D'ailleurs, c'est une constante qu'on voit également dans les différentes études de mobilité sur la Côte d'Azur. La moitié des déplacements, ce sont des déplacements piétons. Alors, en comptant tous les déplacements. C'est-à-dire, évidemment, quand je vais chercher le pain, quand je vais amener mes enfants à l'école, quand je sors me balader. Bon, après, quand on rentre dans le dur, on a par contre également beaucoup de salariés, je sais pas le chiffre, je sais pas donner les chiffres exacts, mais on en a qui viennent évidemment en voiture tous les jours. Donc là, c'est souvent la cible principale qu'il faut traiter. Et puis, on en a qui prennent déjà les transports en commun, plus ou moins, mais qui seraient preneurs de peut-être de plus d'offres ou de meilleurs prix ou de meilleures fréquences ou d'autres choses pour venir plus souvent en transport en commun. Donc on avait demandé également à quelle fréquence ils viennent. Et donc en gros, on a déjà isolé quelques pistes de travail ou quelques pistes quelques vraiment les gros dossiers sur lesquels il faut travailler en priorité. Merci. Et du coup, si on parle de ces pistes un peu plus en détail, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, alors pour l'instant, on n'a rien mis en place. Comme je vous l'ai dit, on vient de présenter le diagnostic. Il est en train d'être et les préconisations. Donc, on a fait le bureau d'études et moi-même, on a synthétisé ce qui semblerait être les préconisations les plus efficaces dans le temps, avec des définitions d'indicateurs. Et maintenant, c'est à la direction de jouer, j'ai envie de dire. C'est à l'employeur, la direction qui a finalement lancé la démarche de dire, voilà, bah, finalement, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen? Donc, je pense qu'on se dirige vers déjà des choses souvent assez basiques. C'est que des fois, on ne se pose pas soi-même la question, est-ce que je pourrais faire mieux pour venir travailler? Souvent par manque d'information. Et moi, il se trouve que je suis aussi responsable des transports de l'agglomération et a fortiori de mon employeur. Donc, une des choses principales, ce serait de faire un diagnostic individuel de tous les salariés et de tous les nouveaux, notamment les nouveaux. Dans l'intégration d'un nouveau, ce serait de le recevoir dans mon bureau, de lui dire voilà, t'habites où, tu vas travailler où, c'est quoi tes horaires, c'est quoi tes contraintes. Bah, ce qui serait le plus vertueux, ce serait de faire ça. N'oublie pas que tu as par exemple un bus qui est pas très loin de chez toi. Ensuite, tu as un train. Le train, il arrive à l'heure parce que tu peux pointer à l'heure que tu veux avec ta carte. Et n'oublie pas en plus que ton abonnement en transport en commun, il est remboursé à 75% par l'employeur. Donc tous ces éléments mis bout à bout, après, il peut faire son choix,
Mais voilà, donc déjà de personnaliser la solution la plus idéale. Ensuite, il faut avoir des mesures incitatives pour améliorer donc ce fameux taux de personnes qui viennent en voiture. Alors, on peut y aller du plus ou moins incitatif ou plus ou moins violent. Par exemple, nous, on a des places de parking qui sont ouvertes au stationnement. Alors déjà, si on les enlève toutes, on peut commencer à être un peu contraignant. Bon, on peut aussi commencer nous, on a un souci, c'est on a distribué un peu trop de badges, pour rien vous cacher, un peu trop de badges pour entrer dans le parking par rapport au nombre de places. Donc, c'est un peu premier arrivé, premier servi, et c'est un petit peu un Tetris pour rentrer les voitures. Bon, déjà, je pense qu'il faudrait remettre d'aplomb qui a droit à des badges et donner des priorités. Ceux qui viennent du plus loin, ceux qui ont des enfants à déposer, ceux qui ont des horaires, je sais pas, atypiques, par exemple, voilà. Donc, remettre des règles claires, nettes. Ensuite, retravailler sur la mise en commun, la mise en relation, parce que si on vient en voiture, on pourrait peut-être aussi covoiturer. Donc, il y a la question du covoiturage. C'est souvent du bon sens, mais faut-il encore approcher l'offre de la demande? Est-ce que tout le monde connaît réellement les horaires même si on n'est que 100, est-ce que tout le monde se connaît bien? Parce que même en étant 100 et en étant plutôt une soixantaine sur Menton même, on a quand même 4 bureaux assez proches, mais qui ne sont pas vraiment dans le même bâtiment. Donc peut-être qu'il y a il y a des opportunités de covoiturage qui réduiraient d'autant le nombre de voitures. Donc ça, on est plutôt dans le soft, donc plutôt simple. Après, il y a des parties plus ou moins financières. Vous savez qu'il existe un système exonéré en fait de charges qui s'appelle le forfait mobilité durable, il me semble. Bah, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir verser au salarié qui est vertueux et qui adopte un mode plus durable que sa voiture, de lui verser une somme d'argent. Alors, c'est plafonné en fonction de la taille des employeurs et des structures. Donc ça peut être alors du coup, il y a un coût pour la collectivité qui est amoindri par l'exonération, mais qui peut encore inciter. Donc ça peut aider le salarié à acheter un vélo, louer un vélo, etc. Donc il faut mettre ou non ce dispositif pour être encore plus incitatif. Et nous, on va sans doute aussi revoir un dispositif qui est déjà là, parce qu'en fait, on faisait un peu déjà de la mobilité durable sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'avant de faire ce plan, on avait quand même déjà des petites solutions. Le fait d'être passé de 50% de prise en charge de l'abonnement en transport collectif à 75%, c'est une mesure incitative. On a déjà également mis en place des vélos électriques aux salariés pour venir travailler. Alors, on l'a pas fait forcément très bien jusque-là, parce qu'on c'est un peu aussi premier arrivé, premier servi. On n'a pas mis de compteur, on vérifie pas vraiment s'ils viennent ou pas. Bon, si on remet tout ça d'aplomb, en mettant des compteurs kilométriques, par exemple, en vérifiant, en permettant aussi que les vélos tournent éventuellement entre différents salariés, en limitant dans le temps, il y a moyen sans doute d'utiliser ces vélos qu'on a déjà, on en a déjà une quinzaine, d'être encore plus utilisés et de contribuer à notre changement modal et à notre avancée vers le plus vertueux. Donc on pourrait se donner des indicateurs de kilomètres, d'usage, de part modale, et surtout, du coup, rendre des résultats et montrer qu'on va dans la bonne direction et surtout qu'on avance. Merci. Finalement, quelles étaient les attentes des salariés? Eh bien, ce qui ressort vraiment du questionnaire, c'est plus d'incitation. Ils sont pas contre ne pas prendre leur voiture, heu, et ils sont demandeurs peut-être d'un peu plus d'équité, parce que effectivement, il y en a beaucoup qui viennent en voiture et tout le monde n'a pas une place de stationnement. Ils voient des vélos électriques, mais ils savent pas trop comment en bénéficier. Ils voudraient bien venir en vélo, mais il y a un problème de stationnement en tout cas les bâtiments, et surtout, bon, il pleut rarement chez nous, mais quand il pleut, c'est moins drôle de récupérer son vélo trempé dehors, donc de mettre des vélos à l'abri. Donc c'est souvent assez pragmatique. En fait, ils sont plutôt bienveillants et de bonne volonté en disant: «Ah tiens, vous nous posez la question, ça tombe bien, nous on voudrait bien». Déjà pour des questions financières, parce que je pense qu'ils sont tous capables de calculer que la possession d'un véhicule, le stationnement qui est payé dans la rue et tout ça, ça leur coûte beaucoup plus cher que s'ils pouvaient avoir une solution, un plan B mise en place et efficace et en plus vertueux, ce serait vraiment gagnant-gagnant. Donc sont plutôt demandeurs: «Ah, vous nous posez la question, nous on voudrait bien tout ça», et du coup, on pourrait contribuer à changer notre part modale. Merci. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans une démarche de plan de mobilité employeur? Eh bien, je dirais que c'est peut-être avant. C'est-à-dire, se demander: «Mais en fait, pourquoi je veux un plan de déplacement en mobilité employeur?» Parce que c'est pas un énorme travail, ça dépend évidemment de la taille de votre entreprise, mais finalement, avant de le lancer, il faut se demander pourquoi on veut le faire.
Alors il faut savoir que juridiquement, dans les entreprises, si vos partenaires sociaux vous le demandent, bon, l'employeur en tant que est obligé d'y apporter une réponse. Mais si c'est pas le cas, finalement, si l'employeur se décide de se lancer là-dedans, il va falloir, consacrer du temps, y consacrer des moyens, en tout cas des hommes. Et après, mais qu'est-ce que je veux faire exactement? Est-ce que je veux un label? Est-ce que je veux me rendre plus vertueux? Est-ce que je veux contribuer à une planète un petit peu moins polluée? Est-ce que je veux apporter ma pierre à effectivement au développement durable? Donc se demander pourquoi je veux le faire, ensuite le bien le faire et savoir qu'une fois une fois qu'on a fait un diagnostic et qu'on a étudié les possibilités, ensuite, il faut les faire. C'est-à-dire qu'il faut réellement, se donner des objectifs, qui peuvent être, voilà, je veux que de 10 des personnes qui viennent, à pied, j'en voudrais 20. De 50 des personnes qui viennent en voiture, je voudrais descendre à 20 moins 10 par an. Et après, il faut mettre les moyens derrière, qui peuvent être, financiers, plutôt d'accompagnement ou voire même, d'aménagement. Donc est-ce que peut-être, est-ce qu'il faut, limiter le nombre de places de parking? Est-ce qu'il faut permettre d'avoir des peut-être un collègue qui fait la réparation des vélos, entretien des vélos directement sur place? Est-ce qu'il faut avoir une borne de rechargement des véhicules électriques? Pour inciter également des véhicules à n'accepter peut-être que des véhicules électriques, ou hybrides. Et puis après, je pense que ça peut très bien être valorisé. D'ailleurs, il existe plusieurs labels, qui permettent ensuite d'être plutôt valorisé. Et je dirais, alors nous, on est une collectivité territoriale, c'est moins le cas, j'ai envie de dire, on n'a rien à vendre. Mais quand vous êtes un employeur privé qui a des choses à vendre, il faut savoir qu'à chaque fois que vous répondez à des appels d'offres, désormais, il y a beaucoup d'ailleurs, je me demande si c'est pas une obligation, il y a des critères de jugement de vos offres. Souvent, il y a le prix, il y a la qualité technique, mais il y a la qualité RSE, responsabilité sociale des employeurs. Et c'est là que vous mettez un peu ce qui vous différencie des autres, ce qui peut vous donner peut-être plus de points qu'un autre candidat, en en fonction, en fait, de votre fameuse responsabilité, sociétale de l'employeur et notamment, il y a des indicateurs et voilà, si vous recyclez vos déchets, si vous êtes très vertueux sur les déplacements, peut-être des salariés légalement intersites ou les déplacements professionnels, ça vous donne des points que n'auront pas les autres. Donc il y a aussi quelque chose à en retirer, mais il faut bien se poser la question pourquoi, s'y engager et y aller à fond. Parfait. Merci. En conclusion, est-ce que vous avez un dernier mot, à passer, un message? Je dirais le mot de la fin, faites des plans de mobilité employeur. C'est une bonne manière d'intéresser, vos salariés, à la planète, à les interroger sur la manière dont ils viennent travailler, dont ils se déplacent éventuellement dans le cadre de leur transport et puis, que finalement avec des petits efforts ou des solutions pas si forcément coûteuses, on peut tous contribuer, à porter sa petite, pierre à l'édifice ou sa petite goutte d'eau, au grand fleuve du développement durable. Merci beaucoup Philippe. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à Philippe pour son témoignage et sa vision communauté d'agglomération. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour bien réussir votre diagnostic et qu'il soit le plus cohérent possible. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour faire un état des lieux des modes de transport qui existent en France.